Le dictionnaire Le Robert indique, entre autres, deux grands sens du verbe produire. Faire apparaître, faire connaître ce qui existe déjà, ou bien faire exister ce qui n'existe pas encore. Et en effet, l'exemple de l'artiste qui compose une œuvre est cité comme un sous-genre de cette deuxième définition. Or, en tant que disciple d'un art qui demande à être performé, interprété, on peut se demander ce que, au juste, les musiciens feraient exister qui n'existerait pas encore. Les musiciens produisent de la musique, mais où se trouve l'œuvre produite? Dans la partition, sur scène, ou simplement dans les mélodies, les rythmes, les harmonies qui leur viennent en tête, comme ce que défend le philosophe Collingwood. Ou bien font-ils apparaître ce qui existe déjà, à savoir des sons qui peuvent toujours a priori être en un certain ordre assemblés. Ainsi, nous nous demanderons si les musiciens produisent des créations ou bien des découvertes sonores. Nous étudierons d'abord la solution proposée par le platonisme ontologique pour voir en quoi il peut poser problème, avant de donner sa chance, tout en observant aussi les limites, à la possibilité de dire que les musiciens produisent des créations qui se trouveraient dans leurs occurrences interprétatives. Enfin, nous verrons, avec Bergson notamment, en quoi le terme de découverte peut rester pertinent. Les musiciens produisent avant tout des structures sonores. C'est la définition de base de laquelle partent aussi bien Levinson que Cailvy. Mais ce dernier, plus platonicien que le premier, pense l'œuvre musicale comme un type qui peut s'instancier en une infinité d'occurrences avec comme modèle sous-jacent l'ontologie de la participation. Chaque occurrence est à la fois instance et modèle de l'idée. Cailvy tente d'ôter à l'ontologie platonicienne son caractère métaphysique pour l'entendre sur un plan uniquement logique, sur le modèle des idées mathématiques. Par exemple, l'idée de cercle existe indépendamment de tous les cercles tracés, sans supposer un lieu sensible où existerait un cercle parfait. Mais la transposition des réalités mathématiques vers d'autres réalités pose un certain nombre de problèmes. D'abord, on voit ce que serait un cercle parfait, mais moins ce que serait une instantiation parfaite d'une œuvre musicale. Il peut y en avoir des excellentes, des moins bonnes et des meilleures que d'autres. Ensuite, s'il existe une œuvre type, cela signifierait que les structures sonores préexisteraient à sa création, comme des idées mathématiques, ce qui suppose l'idée d'un ciel platonicien dans lequel seraient stockées toutes les mélodies, celles oubliées, pas encore créées. Enfin, cela suppose que l'œuvre ne serait pas réductible à ces instantiations, donc que la destruction de ces dernières ne serait pas destruction de l'œuvre, ce qui peut davantage se comprendre. La 5e symphonie de Beethoven est-elle détruite si ses partitions et enregistrements, ou son souvenir dans les cerveaux de certains humains, sont détruits? Donc que la création des instantiations ne crée pas l'œuvre. On peut penser en effet qu'un musicien n'a besoin que de son cerveau pour former ses idées musicales, et que le meuble que constitue l'instrument, ou la matière, si cet instrument est la voix, n'est que l'organe obstacle permettant de transmettre ses idées musicales aux autres, et qu'elles ne seront peut-être jamais aussi précises que dans sa tête, où certains musiciens semblent eux-mêmes loger l'œuvre véritable. Mais si les structures sonores préexistaient à leur composition, alors les œuvres musicales existeraient de toute éternité et ne seraient qu'à un moment de l'histoire créées ou découvertes, ce qui n'empêche pas l'originalité, rappelle Cailvy, ce qui semble assez contre-intuitif. Sauf si l'on considère la musique intérieure comme une composition qui crée ces structures sonores dans la tête. On pourrait penser, à l'inverse, que l'œuvre n'existe que par ses instantiations, pour éviter l'abstraction d'une œuvre musicale qui se passerait du passage au sensible. Mais cela pose aussi problème. Cela implique que l'œuvre disparaisse lorsque ces structures ne sont pas jouées, mais pose aussi la question de savoir quelle serait la norme qui dicterait la réussite ou l'échec de l'instanciation de l'œuvre produite. Est-ce que lorsque l'œuvre n'est pas interprétée, elle n'existe que sous la forme notée de sa partition? En tout cas, quelqu'un qui produirait des sons correspondant à cette partition en s'en disant l'auteur serait accusé de plagiat. Or, si l'on peut plagier une œuvre seulement écrite en la jouant, cela tendrait à prouver que la partition est bien une œuvre. En revanche, on aurait du mal à appeler musicien un musicien qui ne ferait de la musique que dans sa tête. Levinson permet d'en comprendre la raison lorsqu'il explique que si les œuvres étaient de simples structures sonores, cela impliquerait que leurs moyens d'exécution leur soient contingents. Or, comme il le dit, l'œuvre musicale n'est pas une simple exécution de la partition. Inversement, la partition serait conditionnée par les possibilités du sonore. La structure sonore est toujours déjà déterminée par les moyens d'exécution. De même qu'on pense avec les mots de sa langue, on imagine de la musique avec les moyens d'exécution sonore que l'on connaît, voire que l'on connaît intimement par la pratique. Je dis imagine. Or, l'imagination n'est pas une création divine ex nihilo, dont personne ne défend sérieusement la possibilité, mais un assemblage inédit de choses existantes. Je n'ai jamais vu de licorne, mais je peux l'imaginer car je connais le cheval et la corne. Je n'ai pas créé les notes de musique, ce qui ne signifie pas que je ne puisse pas créer à partir d'elles en les assemblant comme bon me semble. Si le pianiste ou même le mélomane peut se contenter de la musique qu'il crée dans sa tête, c'est parce qu'il a d'abord fait l'expérience, sinon du jeu d'un instrument et de ses possibilités techniques, au moins des sons que tel instrument est capable de produire parce qu'il a écouté des musiciens s'en servir. On pourrait donc défendre en ce sens que les musiciens produisent bien des créations sonores. Pourtant, le terme de découverte est aussi parlant. Quiconque a déjà entendu un musicien lui dire « Écoute, j'ai trouvé ça » serait d'accord. Le terme d'invention montre par son étymologie, invenio signifie découvrir en latin,
En quoi la découverte, la trouvaille, peut être de l'ordre de la création. Mais pour qu'il y ait trouvaille, il faut qu'il y ait un jeu qui trouve, et c'est pour cela que l'IA ne peut être musicienne. Il faut un jeu, dirait Levinson, historiquement et socialement situé. Si on dit « j'ai trouvé ça », c'est qu'on voit bien une fois qu'on l'a fait qu'il n'était pas impossible de le faire. J'ai trouvé qu'on pouvait faire ça. Mais c'est bien moi qui ai trouvé, et il a bien fallu que quelqu'un le fasse pour qu'on se rende compte que ce n'était pas impossible. Donc, pour reprendre Bergson dans un article « Le possible et le réel », dans son article « Le possible et le réel inclus dans la pensée et le mouvant », la possibilité est créée rétrospectivement à partir du réel réalisé sous forme musicale, c'est-à-dire sous forme de son et ou de partition, dans le cas d'une transcription directe de l'idée dans la tête à la notation sur la feuille. Par exemple, Wagner est connu pour avoir subverti les codes de la musique tonale en introduisant le chromatisme de manière plus systématique. Il fonde tout son art de la tension dramatique sur des phrases mélodiques qui semblent se passer de tonalité. Il découvre alors que l'on peut faire ça, mais il crée le possible en même temps que le réel, sans que la possibilité ne préexiste au réel. Il découvre simplement que ce n'était pas impossible, mais il a tout de même créé. Il a fallu qu'il le fasse avant qu'on le sache non impossible, pour qu'on le sache non impossible. Il ne faudrait pas confondre préexistence virtuelle, en puissance, ce qui n'a ici aucun sens, et non-impossibilité pratique. Si cela n'a aucun sens lorsqu'on parle des productions musicales, c'est que ces productions sont avant tout des œuvres. Des sons assemblés peuvent être des produits de consommation, lorsqu'ils sont fabriqués, plus qu'inventés, par les producteurs dans le but précis que ça marche, que ce soit rentable. Mais les musiciens produisent des œuvres d'art sonores, des séquences musicales qui, sans leur inventivité, seraient restées muettes, inaudibles. Si les musiciens produisent des structures sonores qui n'existaient pas avant, littéralement, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas sorties, exit, dans le monde, provenant d'une subjectivité historiquement située, font-ils aussi apparaître ce qui existe déjà, et si oui, quoi? On pourrait répondre, le réel, tout simplement, avec ses multiples combinaisons possibles. C'est aussi en ce sens qu'ils produisent du réel en même temps que du possible. La partition elle-même est indication de possible qui ne demande qu'à être créée sur scène, on appelle justement la première exécution publique d'une œuvre une création. Mais il n'est pas impossible, en 2 mots, qui préexiste à la création réelle. D'ailleurs, bien souvent, elle suit un tâtonnement bien concret sur l'instrument pour composer. Le réel l'a précédée, mais en retour, elle offre un socle réel, à partir duquel les musiciens pourront produire diverses interprétations possibles et réelles au même moment. Pourtant, toutes ces interprétations possibles ne sont pas contenues dans la partition. La partition, simplement, ne les rend pas complètement impossibles. Une mauvaise interprétation, ce serait alors une interprétation que la partition ne permettrait pas, car ce serait perdre ce qui ferait son esprit. Comme le dit Levinson en critiquant le formalisme, les œuvres ont un contenu affectif, émotionnel, car elles ont un contexte d'émergence lié à une subjectivité. C'est pour cette raison aussi que, selon lui, l'originalité, par exemple, est une propriété contenue dans l'œuvre. Elle est en rapport avec son contexte. On pourrait dire avec Collingwood qu'une œuvre est originale par définition, si c'est bien une œuvre. Si c'est le produit d'une recette préétablie, l'origine du produit n'est pas originale, n'est pas singulière, et ce n'est donc pas une œuvre. Ainsi, les musiciens produisent des inventions sonores, en tant qu'à la fois découvertes et créations. Ils créent avant tout des œuvres d'art originales en assemblant un vocabulaire limité d'une façon nouvelle, avec une intention, un sens nouveau. Comme tous les artistes, ils produisent des œuvres qui sont l'émanation de leur subjectivité, sans que ces œuvres s'y réduisent. Elles augmentent plutôt cette subjectivité, continuent sa formation, si bien qu'elles la produisent peut-être davantage que la subjectivité des musiciens ne produit ces œuvres. D'ailleurs, on dit bien « se produire » sur scène. Comme disait Montaigne au chapitre du démentir de ses essais, « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait ».